Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à notre fameuse capsule divertissement, toujours en notre compagnie, Jocelyne et... Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Alors, cette semaine, on parle d'artefacts. En effet, on va parler d'artefacts dans les différents musées du monde. J'aime beaucoup l'histoire, puis donc il y a des objets qui parlent beaucoup. Donc, on va faire un peu un tour du monde à travers différentes époques aussi. Donc, on va débuter notre voyage avec le livre le plus vieux d'Europe. Voilà. Donc, c'est les évangiles de Lindisfarne qui datent de 698 après Jésus-Christ. Et ce livre-là a survécu au pillage des Vikings. Donc, c'était sur une île en Angleterre. Et c'est qu'il a été enterré avec un saint, Saint Cuthbert, qui était un leader chrétien de l'époque. Donc, puisqu'il est enterré avec lui dans le cercueil, c'est ce qui a fait que le livre a été préservé. Et ça serait le plus vieux? Oui, en Europe. C'est tout de même spécial de voir la façon avec laquelle il est manipulé. Habituellement, ça va être des gants. Effectivement, d'habitude, vous allez voir un autre livre un peu plus loin et justement, on a mis des gants. Et pour qu'un objet vienne avec le qualificatif ou le nom d'artefact, il doit avoir une continuité dans le temps qui est assez longue, quoi. Je ne sais pas si ça doit faire tant d'années pour être considéré un artefact. Très bonne question. Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire. Très intéressant. Oui. Donc, on enchaîne avec, vous allez voir, c'est une harpe égyptienne, environ 1300 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est une harpe qui se tenait à l'épaule. Impressionnant. Vraiment impressionnant de voir les instruments de musique. Hein? Ça fait longtemps que l'être humain aime la musique. Et ensuite, on enchaîne avec des souliers assez anciens. Ça date d'environ 400 ans avant Jésus-Christ, l'âge de fer. Ça a été trouvé dans une tourbière, quand même bien conservé. Ah, oui. Ça fait tellement longtemps. Et c'est bien en fer, là? Non, ça date de l'âge de fer. OK, j'avais compris que c'était en fer. Là. Je me disais, non, ça n'aurait pas été très confortable. Est-ce qu'on expliquait c'était en quelle sorte de tissu ça ressort? C'est une espèce de cuir. De cuir, hein? Ouais. D'où l'empreinte qu'on voit bien des pieds. Là. Donc, on voit que ça a tout de même été porté. Oui, quand même. Hein, c'est vrai, je n'avais pas remarqué, là, mais on voit, ça rajoute à l'objet. Imagine mon questionnement si c'était en fer. Donc, j'ai éclairci tout de suite. Là, je me disais, la personne était lourde. Donc, c'était une personne pour laisser une trace, hein, oui. obèse du temps de... Ouais. Effectivement. Ensuite, on enchaîne avec très belle épée celte. Donc, ça date de 60 ans avant Jésus-Christ. Donc, quand on parle de la culture celte, c'était la culture en Bretagne, en Angleterre, Écosse, Irlande, Pays de Galles. Donc, c'est une culture... nous, dans la famille, on est de descendance celte. Oui? Oui, c'est une culture que j'aime beaucoup et qui a laissé beaucoup d'artefacts vraiment bien conservés. Donc, c'était une épée celte. Ça, les épées, c'était des véritables œuvres d'art. Hein? J'aime beaucoup... je suis passionné par ça, moi. Je suis contre la violence, mais j'adore les armes anciennes, les armures. Mm-hmm. Il y a quelque chose de spécial qui se dégage de ces objets-là. Là, tout à fait. Une arme de grande envergure en ce qui me concerne. Oui, donc probablement qu'éventuellement, je vais faire une émission sur les armes et armures anciennes parce qu'il y a des œuvres d'art là-dedans. Tout à fait. Ensuite, une momie très particulière, c'est un chat. Ça date d'environ 200 ans avant Jésus-Christ. Donc, les Égyptiens qui vouaient vraiment un culte au chat. Et on a retrouvé beaucoup de momies comme ça. Ah oui? Oui, c'est impressionnant. Donc, probablement un animal de compagnie avec qui, j'imagine, la personne avait une affection particulière. Hein, pour prendre la peine de momifier un chat de cette façon-là. Je savais qu'on momifiait les chats, mais j'en avais jamais vu. Et j'ai trouvé ça spécial. La première fois que je vois ça, moi aussi. On enchaîne toujours en Égypte. Le trône de Toutankhamon, c'est le dossier du trône. Donc, l'ornement, c'est vraiment magnifique. C'est 1327 avant Jésus-Christ. Donc, c'était trouvé dans la vallée des rois. C'était magnifique hein, à l'époque. Évidemment, on n'avait pas nécessairement les outils d'aujourd'hui. Et on arrivait à faire des œuvres d'art comme ça. De toute beauté. Donc, j'imagine les égyptologues qui ont trouvé une œuvre d'art comme ça dans le tombeau, ça doit être un moment très impressionnant. Toute une trouvaille. Oui. Et très surprenant parce qu'évidemment, les tombeaux des rois égyptiens, une grande partie ont été pillés par les voleurs. Oui. Donc,
Tandis que quand on peut trouver des objets comme ça et que ça peut être dans un musée, bon, au moins tout le monde peut les admirer. On enchaîne avec, celle-là m'a fait rire, une trousse pour tuer les vampires qui date des années 1800. C'est assez surréaliste, hein? Ben oui. Oui, donc on a tout le kit, les crucifix, l'eau bénite, on a des armes, la Bible, des images saintes dans les petits tubes. Il doit y avoir de l'ail quelque part aussi. Hein, de l'argent, j'imagine. Oui, de l'argent. Et c'est quelque chose. Hein? Donc, il y avait le petit kit se vendait, était disponible. On voit que la croyance remonte à loin tout de même. Hein? Remonte à loin. Hein? Puis même, tu sais, on parle, ça me fait penser aux exorcismes, etc. Hein? Il y a vraiment des prêtres formés en exorcisme dans la religion catholique qui ont ça à leur CV, qui sont capables, qui sont appelés. Actuellement? Actuellement, là, on parle pas des... On parle actuellement, il y a des prêtres spécialisés dans les exorcismes. Tout à fait. Ça m'avait surpris, mais oui, ça existe encore. Mm-hmm. Donc, trousse de vampire. On enchaîne avec un peigne, c'est vraiment très, très joli. Les détails de ce peigne-là, c'est en ivoire. Ça date des années 1800. Donc, c'est les dieux chinois du temple d'Ao. Incroyable. Incroyable, hein, sur un objet aussi petit. De toute beauté. Autant de détails. Honnêtement, c'est trop beau pour l'utiliser. J'imagine. Seul bémol, dommage que c'est fait en ivoire. Hein. Évidemment, le commerce de l'ivoire, maintenant qui est contrôlé, il y a toujours des contrebandiers, là, mais quand même, à l'époque, c'était utilisé pour beaucoup d'objets, les notes de piano en ivoire, etc. Objet toujours de luxe. Hein, de luxe, évidemment. En tout cas, un travail très, très artistique. On enchaîne avec la monnaie. J'aime beaucoup les pirates, les histoires de pirates. Et bon, ça c'est une histoire de bateau. Le Mary Rose qui a échoué, on parle de 1545. Et c'est des pièces d'or. Et on dit qu'une seule pièce, c'était le salaire d'un matelot pour un mois. Et une seule pièce, c'était à peine le salaire du vice-amiral pour une journée. Incroyable. On voit le fossé, hein? Et on fait beaucoup de recherches en Caroline du Nord, par exemple, pour essayer de trouver des épaves de pirates, de Barbe Noire. Et je trouve ça quand même assez fascinant qu'on puisse faire des plongées, essayer d'identifier ces épaves-là. Donc, c'était des pièces en or. On enchaîne avec un outil qui date de la préhistoire. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très, très joli. Donc, c'est un silex, une pierre à feu, comme on dit. Et au centre, on voit un fossile de coquillage. Et ce qu'on voit, c'est que c'est délibéré, que l'homme préhistorique a délibérément façonné son outil de façon à ce qu'au centre, on voit le fossile de façon esthétique. Donc, ce que ça disait, c'est que ça fait vraiment longtemps que l'être humain cherche à créer des objets qui sont beaux, qui ne sont pas seulement utilitaires, mais qui sont jolis. À signature particulière. Oui, donc on parle vraiment des zones de cavernes. Ça date de très, très, très longtemps, l'époque paléolithique. Donc, ça m'avait impressionné. C'est touchant de voir que l'être humain a toujours été l'être humain, à essayer de créer des choses jolies. Vraiment une belle pièce. Oui. Ensuite, on continue avec les belles pièces, c'est de l'améthyste. Donc, ça date de l'Empire romain. C'est l'empereur romain Caracalla, 212 après Jésus-Christ. C'est impressionnant qu'on arrivait à faire des pièces de cette beauté. On parle du temps de Jésus-Christ, là, un peu après. Est-ce que tu peux répéter le nom de la matière, s'il te plaît? C'est de l'améthyste. Améthyste. Donc, l'améthyste, qui est un type de quartz mauve, si on veut. C'est vraiment beau, là. Et on trouve de l'améthyste ici, au centre de la Gaspésie. Ah oui? Oui, de l'améthyste. Même sur les plages, ça peut arriver qu'on trouve ce type de pierre-là. Donc, moi, ça m'impressionne de voir le niveau d'expertise pour produire une pièce comme ça. Même aujourd'hui, ça serait difficile avec les outils qu'on a. Une véritable œuvre d'art. Donc, à Rome, on était vraiment perfectionnés pour faire ce type de pièces-là avec beaucoup de détails. Maîtriser la technique et tout ça. Oui, ça m'a beaucoup impressionné. Ensuite, l'autre pièce, c'est très impressionnant, c'est un masque de l'Empire romain vers l'an 400. Et ce qu'on disait, c'est que juste de voir arriver ce masque-là sur un champ de bataille, c'est extrêmement intimidant pour les adversaires. C'est un peu le principe des samouraïs, hein, aussi. Oui, oui, effectivement.
Donc, ça a été restauré. C'est de toute beauté. Une belle pièce. Vraiment, là. Ça devait être lourd, hein? Effectivement. En tout cas, ça donne l'impression. Je l'ai pas Quand tu pesé. avais l'armure au complet, ça devait être assez... Ouais, c'était rock and roll de pouvoir se déplacer avec fluidité, disons. Oui. Ensuite, on enchaîne avec une boucle d'oreille du Pérou entre le 3e et 7e siècle. C'est fait d'or, donc autour. Ensuite, il y a la turquoise, la sodalite et les coquillages. Donc, le vert, c'est la turquoise, la sodalite en bleu, et on voit des pièces de coquillage aussi. Et c'est de toute beauté. De toute beauté, mais ça semble assez massif comme boucle d'oreille. Hein? Oui, effectivement, parce que on s'entend que c'est pas les boucles d'oreilles en plastique d'aujourd'hui. Hein. C'est vraiment des minéraux, hein, ça des prenait pierres. des bonnes oreilles. Donc, ça devait être assez intense. Ensuite, on parle encore de livres. C'est un livre, on a trouvé 70 petits livres comme ça en métal. Ah, oui. Et ça date du 1er siècle, donc un peu après Jésus-Christ. Et c'est les premiers jours du christianisme qui seraient décrits dans ces petits livres-là. Ah, oui. Oui. Donc, j'ai trouvé ça assez impressionnant, des petits livres en métal. Évidemment, Passionnant, quand même. qui a les traces du temps. Hein, Et ça, tous les artefacts qu'on voit actuellement sont visibles dans certains musées à travers la le monde. plupart sont dans des musées, certains sont encore à l'étude. Par exemple, les petits livres que vous venez de voir, on essaie de déchiffrer ce qui est écrit dessus. D'accord. Parce qu'évidemment, avec les années, les intempéries, bien évidemment, ça endommage, c'est rouillé. Donc, on essaie de déchiffrer tout ça. On enchaîne avec une armure, je disais tantôt, j'aime beaucoup les armures. Hey, C'est l'armure de Ferdinand II, le roi de Naples d'Italie, dans les années 1500. Incroyable. C'est un chef-d'œuvre, évidemment. Hey, c'est vraiment beau, là. Et évidemment, à l'époque, hein, on utilisait j'allais dire, les vrais métaux. Aujourd'hui, il y a des alliages, etc. Mais à l'époque, on faisait des armures souvent on utilisait de l'argent, de l'or sur les armures, ce qu'on ne verrait pas aujourd'hui, évidemment. Oui. Donc, le roi qui avait une armure très particulière. C'était pas difficile à identifier dans le groupe, hein? Moi, je pense que tu spottais assez vite, en bon français. Donc, on enchaîne avec Ludwig van Beethoven, que j'admire beaucoup, et ce sont des espèces de trompettes pour l'aider à entendre, parce que Beethoven était sourd. Est-ce qu'on va comprendre qu'il ne l'était pas complètement? Il entendait, semble-t-il, des vibrations. Ouais. Tout à fait. Donc ça doit taxer là-dessus. Il n'était pas sourd de naissance, il l'est devenu avec le temps. C'est incroyable, ça. Hein? Et on le considère souvent comme le plus grand compositeur. On considère que la 9e symphonie, c'est la pièce de musique la plus parfaite au monde. Et quand il a composé la 9e symphonie, il était complètement sourd. Donc, c'est assez impressionnant de voir... comment on peut composer sans entendre. Hein? Incroyable. Ça doit être une maîtrise, là, je parle peut-être à travers de mon chapeau, des mathématiques, ou je ne sais pas trop. Là. C'était très... Il faut comprendre, du moins... C'est un don, évidemment, un don. Musicale. Et quand il jouait du piano, il se couchait... si vous avez écouté le film Ludwig van Beethoven, Immortal Beloved, en anglais, et je vous le conseille fortement, c'est magnifique ce film. Donc, il se couchait par terre et il jouait avec sa main et il entendait des vibrations pour jouer du piano. Incroyable. Se fiait là-dessus. Donc, c'est des trompettes qu'il utilisait qui marchaient plus ou moins. Il était sourd au point, il communiquait par notes. On a trouvé ses carnets, il communiquait avec les gens en écrivant. C'est quelque chose. Ah oui. On enchaîne la même époque. Donc, Napoléon, c'est le berceau du fils de Napoléon, Napoléon II, début 1800. Donc, Napoléon II, qui était le roi de Rome et qui est mort très jeune, il avait, je pense, 20-21 ans. Mort de tuberculose, si je me souviens bien. Donc, un berceau royal. Oh, une œuvre d'art encore une fois. C'est très, très impressionnant. Ensuite, on enchaîne avec un livre portable qui date du Moyen Âge. Donc, comme on voit, on utilise des gants pour le manipuler. Oui. Donc, c'est un livre médical des années 1400 en Angleterre. Donc, c'est un livre portable. On précisait, les pages se pliaient de façon à ce qu'ils rentrent dans une poche.
Bien pensé, puis ça semble fait avec une certaine esthétique. Hein. Ah oui, les livres du Moyen Âge, c'est des œuvres d'art. C'est souvent... Puis là, on reconnaissait la calligraphie, tout ça. Non? C'est la calligraphie à son meilleur. Il y avait des œuvres, par exemple, dans les livres bibliques, les moines, c'est incroyable, les dessins qu'on mettait dans les pages, c'est magnifique. C'est des œuvres d'art, vraiment. Quand on dit un travail de moine, ça vient de là. Ensuite, en Chine, évidemment, on a une expertise dans les vases. Donc, c'est un détail d'un vase en turquoise. La turquoise qui est une pierre incroyable. Donc, ça date des années 1700 dans l'ère de la dynastie Qing. Et c'est magnifique. De toute beauté. Ouais. Ensuite, l'astrolabe, qui est un instrument qui était utilisé, on mesurait la hauteur des astres. Et à partir de ça, vous voyez, ça c'est le plus ancien qu'on a trouvé complet. C'est un astrolabe perse des années 1200. Donc, on mesurait la hauteur des astres et avec ça, on avait un calendrier sur la face du devant. On pouvait lire l'heure, aussi impressionnant que ça puisse être. On lisait l'heure avec ça par la hauteur du soleil, etc. Ah oui. Et à l'arrière, il y avait toutes les phases de la Lune. Donc, incroyable hein, qu'on pouvait arriver à un instrument d'une telle précision. On parle quand même des années 1200. Et je termine avec, dans le même domaine, une horloge de table, et c'est un travail magnifique. Ça a été fait à Paris en 1770, et au-dessus, c'est un planétarium. Donc, on arrivait à faire des œuvres d'art comme ça. De toute beauté. Hein. Oui, c'est ce qu'on disait comme commentaire. Hein, que c'était... Est-ce qu'il y a une évolution au niveau du planétarium par rapport à l'heure qui évolue? Je ne pourrais pas dire si ça faisait quelque chose de particulier. On dirait qu'il y a un mécanisme relié, là, Probablement, au centre, là, peut-être que... Probablement que ça montrait la position des planètes en temps réel, j'ai l'impression, un peu comme le principe de l'astrolabe. Oui, effectivement, je vois le mécanisme. Et, c'est spécial, là. C'est une œuvre incroyable. De toute beauté. Donc, c'était un parcours de différents artefacts à travers plusieurs musées du monde. Artefacts qui sont souvent des superbes de beaux témoins de l'histoire. Oui. Oui. Hein? Quand on peut relier un objet par rapport à quelque chose d'historique, moi, ça devient automatiquement passionnant. Effectivement, je voyais les images, mais ce qui m'intéressait, c'était de savoir le contexte, c'est quoi, ça date de quelle époque, c'était pourquoi. Oui. Donc, j'ai trouvé ça passionnant de faire les recherches et il va sûrement avoir un tome 2 à cette émission parce qu'il y en a tellement, c'est incroyable. J'imagine. Alors, ça conclut pour cette semaine. Oui. Et le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine.